Nous sommes devant un paradoxe qui explique peut-être l'interrogation de Thierry sur le non politique. Les citoyens de nos États postmodernes disposent d'un niveau d'éducation élevé jamais atteint jusqu'alors, des moyens d'information, de connaissances puissants, des possibilités de communication quasiment illimitées, mais ils possèdent de moins en moins de pouvoir d'intervention et d'expression réelle et efficace. J'ai montré ailleurs, sur la question des nanotechnologies, qui est évidemment très importante à Grenoble et ailleurs, que l'on avait affaire à une nébuleuse rhizostomique fondée sur une collusion systémique et objective entre les acteurs scientifiques, industriels, économiques, politiques et médiatiques, qui produit notamment une dilution des décisions et une subordination effective du politique. Dans une perspective pragmatique, je reviendrai sur un seul point, celui du rôle des médias, de l'information, de la communication, tel que j'ai pu l'observer ces dernières années à Grenoble, et notamment à propos de la gestion des nanotechnologies. Les réactions critiques ou hostiles de nos concitoyens à l'encontre des innovations nanotechnologiques sont généralement interprétées en termes d'inquiétude, considérées comme non fondées, et auxquelles on répond par la mise en place de procédures dites pédagogiques visant à assurer l'acceptabilité des nouveaux objets aux consommateurs de gadgets diverses. Les campagnes de communication se sont succédées, qui ont multiplié débats dits démocratiques, forums, dialogues pseudo-participatifs, etc., etc., etc. Du point de vue philosophique, qui est le seul qui m'intéresse ici, toute cette agitation n'est que l'écume d'une idéologie qui régit notre société de consommation médiatiquement dirigée, à savoir l'idéologie du consensus par la communication. Son expression philosophique la plus claire se trouve, selon moi, dans la prétendue éthique de la discussion de Jürgen Habermas, soi-disant héritier de l'école de Francfort. Prétendant indûment fonder l'éthique sur la pragmatique du dialogue, Habermas opère une scission entre ce qu'il appelle agir communicationnel, conçu iréniquement comme dialogue d'agents purement rationnels, bref des philosophes, et agir stratégique, soumis à de vils intérêts personnels et de prosaïques contraintes praxéologiques. L'idée est que par l'agir communicationnel, par un dialogue purement rationnel, on peut parvenir à un consensus fondant les valeurs sociopolitiques partagées dans un espace public supposé homogène. L'illusion idéaliste est ici de prétendre faire l'économie des divergences d'intérêts et de statut des acteurs du dialogue social. C'est faire fi de la leçon hegelienne qui inscrit le travail du négatif au cœur même de la dialectique historique. Ce même Hegel fit place dans la figure de la Révolution française à sa face lumineuse, mais aussi à sa face terrible que fut la terreur. Et c'est sans doute le drame de Condorcet de n'avoir pu assumer la part sombre de la Révolution. Il n'y a pas de lumière sans obscurité, et il serait puéril de ne pas vouloir affronter en face le côté obscur de la force. L'histoire de notre pays est celle des luttes de nos aînés. Lutte des soldats de Valmy pour imposer à l'Europe les idéaux républicains. Lutte des poilus pour défendre la patrie. Lutte du Front populaire pour la dignité sociale. Lutte des résistants contre la barbarie nazie. Lutte des enragés de 68 contre l'idée de la société de consommation. Sans compter toutes les formes actuelles d'indiscipline, de lutte et de résistance. Il ne saurait y avoir d'autonomie de la sphère communicationnelle. L'interaction dialogique est fondamentalement hétéronome.
et dépend de contraintes transactionnelles, intersubjectives et intramondaines. Contre toute clôture communicationnelle, contre toute manipulation médiatique du débat collectif. Il convient, avec Héraclite, de rappeler les vertus du conflit. Tout naît de la lutte. La question, naturellement, est alors celle des formes du dialogue social et des modalités d'expression du conflit dans une société authentiquement démocratique. Question éminemment actuelle, question urgente, que peut éclairer le philosophe, mais qui ne trouvera sa réponse que par la praxis, c'est-à-dire par l'action des citoyens et des peuples. Bon, pour moi, le terme de démocratie, je l'utilise pas comme concept, mais comme valeur, un peu comme l'a rappelé Myriam, et comme moteur possible pour des interventions politiques. C'est la raison pour laquelle j'ai fait exprès de rappeler l'histoire, parce que c'est un terme qui a des racines historiques dans les luttes idéologiques, philosophiques, par exemple Condorcet, dans la lutte politique, la constituante, la législative, et puis aussi dans les luttes sociales. C'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai rappelé le CNR. Parce que la démocratie, c'est bien beau, mais la question qui m'intéresse, moi, en tant que praxéologue, c'est les réalisations effectives de cette valeur, de cette idée. Alors maintenant, pour ce qui concerne le long terme, deux réponses. La première, c'est que ce qui caractérise les gouvernements français depuis le développement de la société médiatique de consommation, c'est qu'ils sont plus capables, et ils n'ont plus les moyens de réfléchir théoriquement et politiquement sur le long terme. N'oubliez pas que De Gaulle avait instauré la planification, que la planification, il y avait un ministère, et qu'il y avait une politique. Alors elle est critiquable, mais au moins au niveau des institutions politiques de la France, il y avait un dispositif d'essai, de maîtrise scientifique, technique et politique du long terme. Et ça n'existe plus. Alors on pourrait prendre des détails, je pourrais vous expliquer par exemple le fait que tout le monde le voit dans les lycées, les collèges, les universités, il n'y a aucune planification à 20 ans du recrutement des enseignants. C'est absolument n'importe quoi. Puis je pourrais prendre des exemples partout. Bon, mais maintenant, le long terme. La question et j'ai essayé de l'expliquer, qui est nouvelle, c'est que le long terme devient le court terme. C'est-à-dire que la question nouvelle, c'est celle de l'avenir. Et l'avenir, c'est à 50, 100, 150 ans. On n'a plus. Parce que j'ai essayé de l'expliquer. Le progrès, c'était conçu par nos anciens Condorcet comme un développement rationnel illimité, qui manifesterait la possibilité de réaliser la perfectibilité fondamentale de l'homme. Ça, c'était le long terme tel qu'on l'a conçu jusqu'aux années 50. Et ce qui est nouveau, c'est ça. C'est que le problème, c'est celui du court terme. Et c'est le fait qu'on n'a pas d'outils, ni théoriques, ni surtout politiques et institutionnels pour penser ça. Un mot sur cette question du gouvernement mondial. Il se trouve que Bertrand Russell a réfléchi à la question et à un moment donné était favorable. Et il a réfléchi au fait que si on avait un gouvernement mondial, on pourrait avoir une mondialisation des ressources pétrolières. Or, ce n'est pas la peine de vous faire un dessin. Vous savez que les guerres récentes sont des guerres pour les ressources pétrolières, mais il va y avoir l'uranium avec le Niger, etc., etc. Les racines actuelles des guerres sont des guerres pour les ressources. Alors, si on y avait un gouvernement mondial qui était capable de gérer le pétrole, l'uranium, etc., on résolverait la question. Le problème, c'est que ça me paraît très, très rationaliste et absolument irréalisable, étant donné malheureusement l'état de l'humanité, parce que si l'humanité avait réalisé les idéaux de fraternité et de rationalité, on aurait pu envisager ça. Et c'était l'idéal des fondateurs de la SDN, etc. Mais c'est parfaitement impossible, surtout avec le retour de l'obscurantisme. Parce que la superstition contre lesquelles ont lutté les philosophes des Lumières, elle réapparaît sous des formes différentes, les larvées.
Un mot, j'ai essayé de l'évoquer rapidement, mais pour moi c'est essentiel. Il y a eu dans les pays nordiques des expériences, des expérimentations, de débats participatifs, etc., de conférences de consensus, etc. Comme l'a rappelé Myriam, ça peut fonctionner dans certains cadres, à un certain niveau et dans certaines procédures. Bon. Et qu'est-ce qu'on constate en France, en particulier à Grenoble? C'est l'utilisation idéologique de ces modèles de façon assez sauvage. Et que, ce faisant, ça produit de faux débats et qui obère la réalité du conflit, qui permet l'expression d'un véritable dialogue social. Sans rentrer dans les détails, il y avait, c'est plus ou moins bien organisé, des structures qui permettaient par exemple à l'employé de dialoguer avec le patron sous des formes précises. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était laminé. Il y avait des syndicats, alors on peut en penser ce qu'ils veulent, mais qui avaient une relative efficacité. Il y avait un Parlement qui, jusqu'à un certain point, pouvait s'exprimer. Il y avait la possibilité, à terme, des grèves. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'on utilise la communication à des fins idéologiques, qu'on fait des forums, etc., de discussions, etc., mais qu'il n'y a plus de réel débat sur les enjeux, sur les oppositions, sur les conflits d'intérêts. Quant à la presse, moi je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Daniel. La presse, la publicité, c'était une idée fondamentale des révolutionnaires et de Condorcet. Alors je suis d'accord pour des journaux. Qu'est-ce que vous voyez en France? Mais c'est scandaleux au niveau mondial. Nous sommes le seul pays au monde où la plupart des journaux, la plupart des médias radio, la plupart des médias télé sont aux mains des industriels et des armateurs. Vous réfléchissez un peu à ce que ça veut dire. Alors évidemment, je ne dis pas, les choses ne sont pas tout noires, je n'ai pas le temps de développer. Il y a des formes possibles d'information. Mais c'est quand même absolument inouï, si vous y réfléchissez, qu'un marchand de canons ait des journaux, que des industriels qui possèdent le pouvoir économique et industriel s'arrogent le pouvoir médiatique. C'est ça la question du dialogue. C'est pas on peut en discuter en philosophe sur les conférences de consensus, etc., etc. Mais à un moment donné, ce qui compte, c'est pas le dialogue dans sa dimension pragmatique, mais c'est la réalité pragmatique et surtout praxéologique qui lui donne sens.